La mission spatiale européenne Rosetta a quitté la Terre le 2 mars 2004. Sa destination était la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Il n'est pas possible de résumer en quelques minutes l'ensemble des résultats scientifiques de cette mission. J'ai donc sélectionné quelques résultats importants qui concernent l'exobiologie, c'est-à-dire essentiellement l'eau présente dans le noyau de la comète et la matière organique. Passons maintenant à ce que nous avons appris concernant la matière organique dans les comètes. Grâce à la mission Rosetta, nous avons détecté un véritable zoo moléculaire dans l'atmosphère de la comète 67P. Des molécules appartenant à quasiment toute la diversité des familles chimiques que l'on peut imaginer. Des hydrocarbures composés exclusivement de carbone et d'hydrogène, mais aussi des alcools, des acides carboxyliques, des molécules qui contiennent de l'azote aussi, du soufre. Sur cette représentation, vous pouvez voir figurer au centre le roi des animaux, le lion, qui représente la molécule de la glycine. La glycine est une molécule vraiment symbolique en termes d'exobiologie. C'est le plus simple des acides aminés et il a été détecté dans l'atmosphère de la comète grâce à un instrument qui est un spectromètre de masse qui s'appelle Rosina. Cette détection a eu beaucoup de retentissement à la fois scientifique et médiatique. Mais ce n'est pas parce qu'on a détecté de la glycine dans l'atmosphère d'une comète qu'on a résolu toutes les questions que l'on se pose concernant les origines de la vie. On peut assez facilement expliquer la présence de la glycine dans les glaces qui sont contenues au sein des comètes. Vous pouvez voir ici un mécanisme chimique relativement simple qui a été démontré en laboratoire, qui met en jeu le dioxyde de carbone détecté en abondance dans l'atmosphère des comètes et la méthylamine qui est elle aussi détectée dans l'atmosphère cométaire. Si ces deux molécules sont mélangées au sein des glaces et qu'elles sont tout simplement réchauffées puis photolysées, nous allons former un intermédiaire réactionnel qui s'appelle le méthylammonium méthylcarbamate qui, sous l'action de photons solaires, va se transformer en méthylammonium glycinate qui est un sel de glycine. La présence de glycine au sein d'une comète n'est donc pas complètement surprenante. On peut d'ailleurs rappeler que dans les échantillons de la mission spatiale américaine Stardust, qui a collecté des particules cométaires pour les ramener sur Terre, on avait déjà détecté de la glycine. À l'époque, on n'était pas absolument certain que cette glycine soit présente au sein de la comète ou si cette glycine avait été synthétisée pendant le processus d'analyse en laboratoire qui avait conduit à sa détection. On était donc certain que les comètes contenaient des précurseurs de glycine, mais pas forcément certain que la glycine était bel et bien présente. La mission Rosetta a donc apporté la confirmation de la présence de cette molécule au sein du noyau des comètes. Au cours de cette mission Rosetta, nous avons aussi été particulièrement chanceux, car quelques jours avant la fin de la mission, des particules solides glacées sont entrées à l'intérieur de l'instrument chargé d'analyser la composition des gaz de l'atmosphère de la comète, à l'intérieur de Rosina. Les glaces de ces particules se sont sublimées, nous donnant accès à un concentré de comète à l'intérieur même de l'instrument. Grâce à cet événement, nous avons détecté des sels d'ammonium, comme le cyanure d'ammonium, le cyanate d'ammonium, le formate d'ammonium. Ces molécules sont des molécules qui sont classiquement utilisées par les scientifiques, les chimistes, qui étudient la chimie prébiotique. Nous savons donc désormais que ces réactifs chimiques sont présents dans les comètes et ont pu être apportés tels quels lors d'impacts sur la Terre primitive. Je vous ai parlé jusqu'à présent de la phase gazeuse de la comète, de ce qui s'échappe du noyau par sublimation des glaces. Concentrons-nous maintenant sur la phase solide. Lorsque les glaces se subliment, elles entraînent avec elles des petites particules de noyau, des poussières cométaires. Ces poussières cométaires ont été analysées par un instrument de la sonde Rosetta. Cet instrument s'appelle COSIMA. Cet instrument est une véritable boîte à outils. Tout d'abord, un bras robotique va collecter ce qu'on appelle des cibles qui sont des petits supports qui vont être exposés à l'extérieur de la sonde spatiale.
Les particules de la comète vont pouvoir s'impacter sur ces cibles et ensuite être photographiées devant un microscope. Et si sur ces cibles, on a la chance d'avoir collecté de la poussière cométaire, nous pouvons analyser ces particules de poussière à l'aide d'un spectromètre de masse à temps de vol. Cette photo a été prise le 11 mai 2015. Vous voyez l'une de ces cibles qui sert à capturer des particules de poussière cométaire. Elle mesure en taille réelle 1 cm de côté. Cette photo, quant à elle, a été prise le lendemain, le 12 mai 2015. Entre-temps, la cible a été exposée à l'extérieur de la sonde spatiale. Et vous pouvez voir que des particules de poussière cométaire ont été collectées avec succès. Nous avons donc pu analyser leur composition. Vous voyez ici 2 particules qui sont passées à la postérité, Kenneth et Juliette. Car pour nous repérer parmi les centaines de particules collectées, nous leur donnions des prénoms. Sur cette nouvelle figure, vous voyez les résultats des mesures obtenues par spectrométrie de masse sur ces 2 particules, Kenneth et Juliette. Les résultats indiquent que les particules sont riches en carbone. Il y a du carbone, mais on ne sait pas encore exactement sous quelle forme. Vous pouvez voir ici l'ensemble des spectres de masse mesurés sur ces 2 particules. En rouge figurent les éléments qui sont mesurés à la surface des particules. En noir, ce sont les analyses de contrôle effectuées autour des particules. On peut voir, par exemple, facilement, qu'il y a du fer sur les particules cométaires, du silicium, du sodium, mais aussi du carbone. Par contre, nous avons été surpris de voir que la détection du carbone était limitée à des masses relativement faibles, masses 12, 13, 14, 15, qui correspondent au carbone et aux ions CH, CH2, CH3+. Dans notre librairie de spectres de masse mesurés sur Terre, sur un instrument similaire à COSIMA, nous n'avions pas de molécules qui présentaient de telles caractéristiques. Mais après bien des recherches, nous avons finalement trouvé un analogue qui correspond à ce que nous avons trouvé sur la comète. Il s'agit de ce qu'on appelle la matière organique insoluble qui est extraite des chondrites carbonés. Vous pouvez voir ici, sous les spectres de Kenneth et Juliette, un spectre qui a été mesuré en laboratoire sur de l'IOM, Insoluble Organic Matter, extraite de la météorite de Murchison. On peut voir des similarités en termes de signature spectrale concernant le carbone, mais aussi des différences, surtout en ce qui concerne l'intensité des pics contenant de l'hydrogène à CH+, CH2+, CH3+. Nous avons ainsi pu établir une empreinte digitale de la matière organique présente dans les particules cométaires et la comparer à des empreintes digitales d'analogues terrestres pour essayer d'établir des corrélations entre cette matière mystérieuse et inconnue présente dans les comètes et ce que nous pouvons analyser au laboratoire sur Terre. Nous avons pu montrer que les particules de poussière cométaire contenaient de la matière organique qui s'apparente non seulement aux IOM extraites des chondrites carbonées, mais aussi à des matières comme les kérogènes ou alors des charbons. Il s'agit de réseaux moléculaires très complexes à base de carbone, mais pour lesquels on ne peut pas véritablement écrire une formule chimique exacte avec un début et une fin, et auquel on ne peut pas donner un nom chimique établi suivant les nomenclatures habituelles. J'aime beaucoup cette représentation tridimensionnelle d'un kérogène terrestre qui montre bien l'intrication moléculaire au sein de ce réseau organique complexe, et c'est très probablement à ce type de matériaux que nous avons affaire dans les particules de grains cométaires. Nous avons donc démontré la présence de carbone. Nous avons donc établi que ce carbone est sous forme de réseaux macromoléculaires complexes. La dernière question que nous nous sommes posée a été de savoir en quelle abondance
ce matériau est présent. Sur ces figures sont représentés des camemberts de composition des particules cométaires. On peut voir qu'en nombre, les particules cométaires sont composées à 30% d'hydrogène, 30% d'oxygène et 30% de carbone, avec des abondances plus faibles pour le silicium, le fer et d'autres éléments. Si l'on fait le même calcul en masse, l'oxygène étant plus lourd que le carbone et le carbone plus lourd que l'hydrogène, on se retrouve avec des proportions différentes et une fraction d'hydrogène bien plus faible. En essayant de répartir les différents éléments chimiques entre la phase minérale et entre la phase organique, on arrive à la conclusion que la matière organique représente environ 45% en masse des particules cométaires. C'est donc considérable. Par exemple, dans les chondrites carbonés qu'on recueille sur Terre, la matière organique représente tout au plus 4 à 5% en masse de ces objets. Les comètes comme 67P sont donc parmi les objets les plus riches en carbone et en matière organique au sein du système solaire. Si l'on veut maintenant dresser un bilan global de la composition du noyau de la comète 67P, on arrive aux proportions qui sont représentées ici, avec environ 40% de phase minérale, un tiers de matière organique complexe à haut poids moléculaire détectée avec l'instrument COSIMA. Et pour ce qui concerne la fraction volatile, les glaces qui se subliment à l'approche du Soleil, on a environ 15% d'eau, 8% de glace de CO et de CO2 et 1% de toute la diversité du zoo moléculaire détecté par l'instrument Rosina, 1% de dioxygène et 1% de sel d'ammonium. La sonde Rosetta repose désormais à la surface de la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Celle-ci poursuit son voyage autour du Soleil et revient régulièrement vers l'intérieur du système solaire. Il faudra encore des années et des années pour venir à bout de toutes les données qui ont été collectées grâce à la mission Rosetta. Beaucoup de chercheurs travaillent encore pour en tirer le maximum de connaissances. Pour aller plus loin dans notre connaissance des comètes, il faut maintenant envisager un véritable retour d'échantillons. Nous commençons déjà à imaginer et concevoir des missions spatiales qui iraient collecter sur le noyau d'une comète de la matière et surtout ramener cette matière sur la Terre en la maintenant à basse température. Avec l'amélioration des techniques d'observation au sol, des grands télescopes en construction, on peut aussi prévoir de nouvelles détections de molécules dans les comètes qui passent régulièrement à proximité de la Terre. Enfin, on sait désormais que certaines comètes ne se sont pas formées au sein de notre système solaire. Certaines d'entre elles se sont formées autour d'autres étoiles. Et peut-être l'une des plus grandes ambitions que l'on peut avoir à l'heure actuelle serait d'aller analyser une comète qui proviendrait d'un autre système, ce qu'on appelle une comète interstellaire.